Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs d'Eden Télévision, chers auditeurs de Diaspora FM. Bienvenue dans votre émission au cœur de l'environnement sur Eden TV. Aujourd'hui, nous levons un coin de voile sur un sujet crucial. C'est bien sûr souvent invincible, mais dont les conséquences se vont sentir de plus en plus. Il s'agit bien sûr de la surexploitation des nappes phréatiques. Et pour ce faire, j'ai deux invités sur ce plateau avec moi, comme d'habitude, Sossou Camille. Bonsoir, monsieur Camille. Bonsoir. J'espère que vous portez bien. Ça va, tranquille. Et chez vous? Ça va. Vous êtes ingénieur en hydrologie. Bien sûr. D'accord. Noutaï Djemessi Rodolphe, soyez les bienvenus sur Au cœur de l'environnement. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes ingénieur en hydrologie quantitative et gestion en eau. Tout à l'heure, vous allez nous dire ce que c'est que l'hydrologie quantitative. Merci, Alors, avec vous, justement, pour démarrer, pour planter le décor, vous allez nous parler de ce que c'est qu'une nappe phréatique. Merci beaucoup, monsieur Atu. Oui. Je suis Rodolphe Noutaï, ingénieur en hydrologie quantitative Oui. et gestion des ressources en eau. Ok. N'oubliez pas de commencer par nous expliquer ce que c'est que l'ingénieur quantitatif. Bien sûr. Oui. L'hydrologie quantitative, c'est une des spécialités à l'Institut national de l'eau qui s'occupe bien sûr de la gestion des eaux de surface, bien sûr de la modélisation des événements extrêmes. Donc voilà ce que je peux dire. Sinon, à vrai dire, beaucoup ne comprennent pas, mais en bref, c'est ce que je peux dire quand même. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'une nappe phréatique? Une nappe phréatique, c'est la première couche d'eau souterraine que l'on rencontre lorsqu'on creuse. C'est souvent capté par des puits et des forages peu profonds. Oui, je peux dire que c'est une réserve d'eau naturelle dans le sous-sol. Une réserve d'eau naturelle, hein? Oui, une réserve d'eau. Ok. Bon, je peux dire une réserve naturelle d'eau souterraine. Okay. D'accord. Voilà. D'accord. Parfait. Et quant à vous, M. Camille? Oui, bon, c'est exactement ce qu'il a dit. Mais moi, ce que moi j'aimerais ajouter d'abord, c'est que pour bien comprendre le phénomène, il faut essayer de comprendre d'abord comment l'eau est repartie sur la Terre. Justement. Donc, en gros, 97% de l'eau qui existe sur la Terre sont de l'eau salée. C'est-à-dire... Qui ont un goût salé. Oui, de l'eau salée, c'est de l'eau de l'océan ou bien de l'eau de la mer. Maintenant, après cela, il y a 2% qui sont les glaciers. Maintenant, dans ces les 2% qui sont les glaciers, c'est-à-dire qui sont bloqués dans les pôles, dans les glaciers. Maintenant, donc ça reste que 1%. Maintenant, dans ces 1% qui restent, il y a 0,75% qui constituent en fait l'eau souterraine et 0,25% qui constituent l'eau surfacique. L'eau surfacique, ok. Voilà, les eaux surfaciques, ce sont les eaux, les cours d'eau, les plans d'eau, c'est-à-dire les lacs et les fleuves, les rivières et tout. Maintenant, dans les 0,5% qui constituent l'eau souterraine, c'est là on parle de l'eau de la nappe phréatique. Parce qu'il y en a qui sont stockés dans des profondeurs plus proches de la surface de la Terre et il y en a qui sont stockés dans des profondeurs plus loin de la surface de la Terre. Maintenant, c'est quand c'est proche de la surface de la Terre qu'on parle d'eau de nappe phréatique. D'accord. Alors, mais pourquoi les nappes phréatiques sont-elles importantes pour l'environnement? Les nappes phréatiques sont importantes pour l'environnement en fait que les nappes phréatiques sont plus proches de la surface de la Terre et ces nappes alimentent surtout, ces nappes sont plus importantes surtout en période sèche. Parce qu'en période sèche, ces nappes alimentent en fait les plantes. Les plantes. Donc elles servent à alimenter les plantes. Les plantes. Aussi, ces nappes sont en intercommunication avec les cours et les plans d'eau. Donc en période sèche, et en milieu, les écosystèmes qui vivent dans des milieux humides, ces nappes en fait permettent d'alimenter ces écosystèmes, les milieux humides. Comme nous voyons un peu sur l'écran là. Oui, justement. Ok. Les milieux humides, c'est pour régulariser en fait le cycle, c'est un peu ça. Donc les nappes phréatiques sont plus importantes en saison sèche. Ok. Plus importantes en saison sèche. Oui. Ok. Noutaï, oui. En quoi ces nappes sont-elles importantes? Oui, les nappes phréatiques sont importantes pour l'environnement puisqu'elles jouent, comme il a dit, un rôle vital. Je vais dire ça en deux aspects. Permettez-moi de décrire très rapidement le cycle de l'eau. Puisque le cycle de l'eau, comme c'est un cycle, ça n'a pas de début ni de fin. Donc je vais commencer par la précipitation. Lorsqu'il pleut, il y a une partie de l'eau qui vient directement sur la terre. Tout à fait. Qui est une partie qui est ruisselée et l'autre partie qui est infiltrée. Oui. Voilà. La partie qui est infiltrée va directement dans la nappe phréatique.
Et comme je l'ai dit, c'est la première couche qu'on rencontre dans le sous-sol. Voilà, donc, lorsque cette couche est saturée, le surplus d'eau permet d'alimenter les rivières et les plans d'eau. Ok. Ça permet de les alimenter. De les alimenter. Ok. Et l'autre, une partie qui s'infiltre encore, on parle de percolation en ce moment, ça s'infiltre pour alimenter les nappes profondes. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire, première importante, c'est-à-dire, le premier rôle, c'est pour alimenter les rivières et les plans d'eau. Secondo, je vais juste apporter du détail à ce qu'il a dit. Et les nappes phréatiques, sans eux, nos plantes, puisque en saison sèche, nous aimons prendre de l'air sous les arbres et tout. Tout à fait. Surtout qu'il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud ces derniers temps, compte tenu des changements climatiques. Voilà. Donc, c'est grâce à la nappe phréatique que les plantes sont alimentées, se nourrissent de l'eau. La faune. La flore. La flore, voilà. Donc, elle permet de préserver la biodiversité, que nous permet d'avoir de l'air, en permettant aux arbres d'être bien en bonne santé et tout. Voilà. Donc, si cette ressource n'est pas entretenue, n'existait pas, voilà, nos plantes en saison sèche vont dessécher et on ne pourra pas en profiter. Mais là, on constate que le rôle est vraiment grandiose. Hein? Oh, oui. C'est très important. Je ne vais pas aller en détail tout de suite, sinon je vais dire que les nappes phréatiques... Allez-y, il n'y a pas de problème, rapidement. Les nappes phréatiques, c'est la ressource d'eau qui est la plus utilisée. Ouais. Qu'est-ce qui vous amène à dire ça? La plupart des forages et des puits creusés par les artisans et autres captent la nappe phréatique. Du coup, vu que les ménages n'ont pas les moyens d'utiliser des machines pour aller en profondeur, c'est cette nappe-là qui permet d'alimenter en eau potable, qui permet aux artisans qui utilisent beaucoup d'eau d'avoir de l'eau très rapidement et d'utiliser. Voilà. Et sans parler des milieux où l'accès à l'eau est un peu difficile. Donc, dans ces endroits également, il ne peut que capter l'eau de la nappe phréatique. D'accord. Voilà. Alors, Camille, vous savez très bien, notre thématique, c'est bien sûr la surexploitation des nappes phréatiques. Mais quand on parle de surexploitation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La surexploitation de la nappe phréatique, c'est simplement le fait que l'eau est plus utilisée, l'eau est plus captée, plus qu'elle ne se recharge. Parce que la nappe phréatique est rechargée naturellement par l'infiltration, par les pluies. Donc si la nappe n'est pas aussi rechargée et que la nappe est plus captée, que la nappe est plus utilisée, il y a plus d'exploitation de la nappe que de rechargement. C'est là on parle de la surexploitation, oui, justement. Alors, Louis? Oui, merci. Il a parlé de l'usage abusif. Abusif, c'est en quelque sorte ça. Puisque quand on parle du mot surexploitation, c'est utiliser au-delà de ce que... Supposons que j'ai la capacité de remplir cette salle, des sacs de riz, mais vous me demandez de remplir 2 fois cette salle. Donc là, vous me surexploitez. Voilà, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce qui peut amener à surexploiter la nappe phréatique? Qu'est-ce qui amène la population? Ou qui se donne à cette surexploitation? Vous savez, nous le disons très souvent, l'eau, c'est la vie. Et j'ai eu la chance, les 2 dernières semaines, de faire une mission dans des villages les plus reculés du Bénin. Et j'ai pu comprendre comment les gens souffrent de l'eau. Du coup, nous qui sommes vers le sud Bénin, dans le sud Mantais, et puis on a assez rapide à l'eau. On ne se rend pas compte de l'importance de son l'eau. Importance. Et on l'utilise comme nous voulons. Du coup, comme c'est une nappe qu'on capte très rapidement au sud ici, les gens l'utilisent au bon vouloir. On prélève de l'eau comme on veut. On l'utilise comme on veut. Et si je prends déjà la Sonève qui capte très souvent, c'est ces dernières années qu'ils ont imposé pour qu'ils puissent aller, pour que les forages de la Sonève puissent aller à une certaine profondeur. Sinon, avant, ils captent directement la nappe phréatique et puis ils utilisent. Mais ces dernières années, ça a été régulé. Et puis bon, ils sont obligés d'aller, voilà. Sinon, c'est ça en fait. Beaucoup de personnes utilisent beaucoup plus cette eau. Et particulièrement quand on prend la ville de Cotonou, de Sémé, Odi, vers Ouida là-bas, les ménages à 2-3 mètres, on a déjà de l'eau, Mais qu'est-ce qui peut amener une population, quelqu'un à se donner à cette surexploitation? Est-ce que c'est pour quel but selon vous?
En fait, ce n'est pas pour un but et ce n'est pas de leur volonté de vouloir surexploiter. Ok, ils le font involontairement. Involontairement, c'est des actes que nous posons, nous tous, que nous posons, mais sans nous rendre compte des effets négatifs de ces actes, en fait. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas une intention négative derrière. D'accord, oui. Bon, pour compléter ce qu'il a dit, ce que moi je peux ajouter directement sans monopoliser la parole, c'est que les secteurs, en fait, qui surexploitent l'eau plus davantage, c'est l'agriculture. L'agriculture, principalement l'agriculture. À part l'agriculture, on a l'approvisionnement en eau potable qu'on appelle comme mais les agriculteurs qui nous suivent ne sont pas d'accord avec Mais bon, c'est bien ça. Vous les indexez indirectement. Indirectement, c'est ça quand même. La réalité, elle est là. C'est l'agriculture d'abord par le biais des irrigations. Après ça, il y a aussi le système d'AEP. Mais il ne peut pas s'en passer. Il ne peut pas s'en passer parce qu'on n'a pas le choix en fait. L'agriculture est la base de notre vie et tout. Hein. Donc c'est une évidence. D'accord. Mais quels sont les principaux usages de l'eau souterraine? Quand on parle d'eau souterraine, d'abord, c'est quoi? Quand on parle d'eau souterraine, comme je l'avais commenté, il y a plusieurs types d'eau souterraine. Il y a de l'eau souterraine qui sont dans la nappe phréatique. La nappe phréatique ou nappe libre, du fait que l'eau est stockée dans une poche perméable de sol. Et il y a aussi l'eau souterraine de nappe captive. La nappe captive pour dire que l'eau est emprisonnée dans deux couches imperméables, généralement de l'argile. Donc c'est un peu ça. D'accord, oui. M. Ntaï, oui. Dites-nous, quels sont les principaux usages de l'eau souterraine? Je crois qu'on avait déjà commencé à évoquer le sujet. L'eau souterraine est utilisée pour la consommation. Puisque tout à l'heure, j'invoquais la SONEP qui captait l'eau souterraine. C'est également utilisé pour les irrigations, les maraîchers. En général, l'agriculture, comme il a dit, et également par les industries. Les industries qui utilisent l'eau pour les transformations et autres. Donc voilà les trois secteurs qui utilisent principalement l'eau que je peux dire. Alors, nous constatons, d'après vos précisions et vos explications, que la surexploitation de la nappe phréatique cause d'énormes dégâts. Mais quels sont ces effets, quels sont ces dégâts pour l'environnement? Merci beaucoup. Je vais aller avec un petit exemple, là, très rapidement, si vous me permettez. Dans les années 2012, 2013, si vous prenez la route de Porte-Novo en quittant Cotonou, on voit du côté de la mer des maraîchers qui s'installent là. Tout le long. Tout le long. Mais aujourd'hui, quand nous ne prenons pas là, on ne voit que quelques-uns. C'est un exemple palpable des effets négatifs de la surexploitation de la nappe phréatique et des impacts. Oui. Pourquoi? Puisque la nappe est tellement surexploitée jusqu'au point où il y a intrusion saline. Et l'intrusion saline cause quoi? Entraîne la stérilisation des sols. Puisque c'est proche de la mer, vu que la nappe est trop bas, l'eau de la mer a tendance à aller vers l'eau douce. Parce que l'eau douce, est normalement, il y a une barrière. C'est comme une barrière en fait qui empêche l'eau salée d'entrer dans l'eau douce. Mais vu que l'eau est trop utilisée, l'eau va en bas et que naturellement, l'eau a tendance à aller vers le point le plus bas. Du coup, en allant, l'eau entre dans les sables et rend les salles salées. Le sol est salé et la qualité de l'eau la qualité de l'eau n'est plus bonne pour la population. La population et aussi les légumes et autres que les maraîchers utilisent tout et tout. Donc vous voyez, ça fait que même s'ils se permettent de travailler, de planter des choses, de faire tout ce qu'ils n'ont pas les récoltes. Le rendement ne donne pas. Ce qui a fait qu'ils ont pu de vaquer à autre chose. Il y a quelques-uns qui sont là et ceux-là, si vous allez vers eux, ils ne sont pas satisfaits. Mais est-ce qu'il y a d'autres effets rapidement? D'autres effets rapidement, je vais dire que, à part l'intrusion saline que je viens d'invoquer, il y a la pollution également. Quel type de pollution? Oui, je vais rapidement parler d'un de mes profs qui disait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de populations qui boivent des jus de caca. Des jus de caca. Et quand il disait ça nous fait vraiment rire. Et il explique. Les puits, dans les années de Calavi et autres, captent la nappe phréatique. Et ceux qui font leur WC, si je peux le dire ainsi directement, à côté, non loin, lorsque la nappe est surexploitée et l'eau descend, l'eau des WC et autres viennent vers les forages qui sont à côté. Et du coup, celui qui puise son eau, puise une partie des excréments des autres en fait. Du coup, l'eau que nous vivons en ce moment devient
une eau très sale, mais une eau polluée. Mais ces gens-là boivent ils s'en rendent pas compte. Sportivement. Exactement. Ils s'en rendent pas compte et il y a d'autres qui grossissent, ça va pourquoi. Pourquoi? Vous voyez, allez. Ça entraîne des maladies hydriques et plein d'autres problèmes qu'on ne sait pas en fait. Oui, Camille, pour compléter ce qu'il a dit, moi je veux parler de l'interconnexion des eaux, de la nappe phréatique et des milieux humains. Donc pour ça, je mettais l'accent sur la saison sèche. En saison sèche, c'est l'eau de la nappe phréatique qui alimente les milieux humains. Donc si en saison sèche, il y a assèchement de la nappe phréatique, les écosystèmes qui sont dans les milieux humains seront bouleversés. Donc en gros, c'est l'impact que la surexploitation de l'eau de la nappe phréatique a directement sur l'écosystème et sur l'environnement. Maintenant, pour compléter ce qu'il a dit, à propos du jus de caca entre griffes, c'est que ça dépend en fait. Ça dépend. De quoi? Généralement, c'est à Cotonou, on remarque en fait que parce que la nappe phréatique de Cotonou est très proche de la surface de la terre, mais plutôt qu'à Calavi, directement quand tu creuses, tu tombes sur une nappe phréatique, mais qui est plus profond que celui de Cotonou. Donc c'est très souvent, c'est ceux qui sont à Cotonou qui sont plus exposés à l'utilisation de l'eau de la nappe phréatique qui est fortement polluée que ceux qui sont plutôt à Calavi. Surtout ceux qui sont à Gla. À Gla, à Kpakpa, dans les zones comme ça, parce que ce sont des zones humides en fait. Alors, mais quels sont les risques pour l'agriculture en cas de surexploitation des nappes phréatiques? En cas de surexploitation, le risque, elle est là, le risque est déjà là. En cas de surexploitation, il y a l'assèchement de la ressource en eau. Donc quand il y a assèchement de la ressource en eau, les frais, le rendement, d'abord le rendement prend un coup, et aussi les frais pour aller chercher de l'eau pour l'agriculture augmentent. Donc directement, ça affecte aussi l'économie agricole. Et ce qui va entraîner d'une manière ou d'une autre la famine? Bon, ça dépend. C'est quand ça vient à un niveau, on parle de famine. Oui. Je crois que vous l'avez déjà évoqué. Aujourd'hui, on ne cesse de parler de la cherté de la vie. C'est l'impact direct de la surexploitation de la phréatique sur l'agriculture, bien sûr. Parce que la tomate devient extrêmement chère, le piment, l'oignon et puis... Tout est devenu cher. Tout est devenu cher et on se demande pourquoi. Mais la réponse est là, devant nous en fait. L'eau que les gens utilisent pour cultiver, pour faire tout, pour irriguer, n'est plus une eau de bonne qualité. Et parfois, d'autres n'ont plus les moyens même d'accéder à cette eau. On dit qu'il y a l'eau, mais de quelle qualité? De quelle qualité? Oui, c'est la grande question. De quel type, de quelle qualité? Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, d'autres même fuient le secteur agricole pour aller vers d'autres secteurs parce qu'il n'y a plus le rendement. Il n'y a plus le rendement, il n'y a plus tout. Parce que le secteur agricole est bouleversé par le changement climatique et beaucoup d'autres aspects. Oui, il y a les saisons qui deviennent plus longues, les saisons pluvieuses qui deviennent très courtes. Extrêmement. Et voilà, il faut manque à gagner. Voilà, il faut trouver une solution à ça, sinon ça ne on risque pas. De ne pas pouvoir tenir. Oui, ça ne promet pas. Alors nous sommes presque à la fin de l'émission. Comment la surexploitation peut-elle contribuer à la salinisation des sols? Je crois que c'est bien ça. Oui. Je crois que j'avais déjà abordé cette question brièvement dans mes propos tout à l'heure. Comme je disais, lorsque l'eau de la nappe phréatique est surexploitée, est prélevée en grande quantité, est trop prélevée, voilà, ça facilite, ça entraîne l'intrusion de l'eau de mer dans l'eau douce. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que on a de l'eau due dans nos forages et ce n'est plus utilisable, alors qu'il n'y a pas. Les moyens de traitement de ces eaux ne sont pas à moindre coût. À moindre coût. Voilà, ça coûte extrêmement cher. Voilà. Donc c'est un peu ce que je peux dire sur la salinisation. Et même si je ne me trompe pas, il y avait le champ de captage de la SONEP qui est à Goudomé, qui en temps était déclaré non utilisable puisque l'eau est devenue vraiment salée, puis c'était plus... c'était plus... voilà. Je ne sais pas si ça a été arrangé, ça a été utilisé, mais bon, je me rappelle qu'en temps, c'était ça en fait. D'accord. Camille, à présent, quelles sont les solutions que vous préconisez, que vous nous accordez pour que nous puissions quand même régler la situation d'une manière ou d'une autre? Oui, pour régler la situation d'une manière ou d'une autre, d'abord, il faut aller d'abord sur le concept de quels sont les secteurs qui surexploitent l'eau de la nappe phréatique. Et comme on l'a dit, c'est l'approvisionnement en eau potable, qu'on a appelé AEP, et l'agriculture. Donc il faut juste utiliser de l'eau de façon équitable, durable et efficace.
Vous pensez que c'est aussi facile? Oui, comme... c'est pas facile, mais bon, c'est l'idéal en fait. Est-ce que dans la pratique, dans la pratique, par exemple, quand on prend le domaine de l'agriculture, pour utiliser l'eau de façon efficace, en fait, c'est de fournir l'eau exactement que la plante a besoin à la plante. Et non donc, il y a des techniques en fait qui permettent d'utiliser l'eau de façon équitable et que ce sont ces techniques en fait même, que ce sont ces techniques que nous on vulgarise en fait, ce sont des techniques que nous on recommande pour utiliser l'eau de façon équitable et durable. Parce que si on utilise l'eau de façon, c'est pas tous les eaux qui sont captées de la nappe phréatique qui sont utilisées en bon escient. Donc c'est un peu ça. D'accord. Quelle solution vous apportez? Tout d'abord, je vais dire que les solutions sont déjà là et sont en train d'être mises en œuvre. Les solutions sont à nos portes. Oui. Puisque aujourd'hui, je sais qu'avant de faire un forage, il faut avoir l'autorisation du gouvernement, tout et tout. Et aussi, j'ai appris tout récemment que même les forages qui ont été réalisés avant cette réforme seront tous déclarés en fait. Oui, je crois que c'est une solution qui va permettre de réguler un peu le secteur. Et le fait d'avoir forage dans chaque ménage et de façon anarchique. C'est ça qui cause la surexploitation de la nappe phréatique. Donc une solution, c'est de réglementer et c'est déjà en cours. L'autre solution, c'est la sensibilisation. La Bible même le dit, mon peuple périsse faute de connaissance. Il faut que les populations et surtout les secteurs qui exploitent beaucoup plus l'eau soient informés. Soient informés sur comment optimiser l'utilisation de l'eau. Voilà. Comment valoriser l'eau sous différentes formes. Réutilisation des eaux usées. Voilà, et en quelque sorte, quelques solutions que je peux proposer rapidement. D'accord, merci beaucoup. Nous allons faire un dernier tour de table. Soussou Camille, qu'est-ce que vous avez à dire pour refermer cette émission? Pour fermer l'émission, ce que moi j'aimerais juste dire, je l'ai déjà dit, c'est juste utiliser l'eau de façon durable, équitable. Et efficace. Il faut utiliser l'eau dont on a besoin. Votre conclusion se résume en 3 mots. L'économie de l'eau. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais apporter à la connaissance de tous que l'eau est la vie. Mais elle est aussi la source la plus prépondérante des maux qui minent le monde. Du coup, je lance un appel à tout le monde à utiliser l'eau de manière efficace et efficiente. D'accord. Ça se résume en 2 mots de votre côté. Ouais. Allez, merci beaucoup à vous. C'était Noutaye Djemensi Rodolphe, c'est bien ça? C'est ça. Ingénieur en hydrologie, quantitative et gestion en eau. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup, M. Soussou Camille, merci également à vous pour votre présence. Vous êtes ingénieur en hydrologie. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rebecca Ogou l'a réalisée. Elle a été assistée de Gérard Moussa, Martin Tonissé et une grande équipe derrière. Nous vous disons merci, à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Au cœur de l'environnement.